tu t'es pas fait insulter sous une de tes pubs, c'est que tu fais pas assez de bonnes pubs. Les gens, ils vont te voir comme un leader. Il faut pas hésiter à parler, même si au début t'es nul, ils sont super bons un jour, le mois d'après ils sont au fond du trou parce que ils se sentent mal. Si tu veux avoir de nouveaux résultats, tu as besoin de devenir une nouvelle personne. T'es pas en train de copier un truc sans comprendre pourquoi ça marche. Ok, salut Valentin. Valentin Nourri. Du coup, Yes. je suis ravi de t'inviter là sur la chaîne. Le but c'était de voir un peu ensemble où t'en es, qu'est-ce que tu fais, que tu nous donnes un peu des tips aussi, parce que toi t'as focus sur YouTube en 2025, ça a bien marché pour toi. Et aujourd'hui, tu es reconnu comme un expert en closing. Tous les top closers sont passés chez toi. Moi, tous ceux à qui je parle, ils te connaissent. Soit ils ont fait ta formation, soit ils adorent ce que tu fais. Donc, c'est bon signe. Et voilà, donc du coup, on va parler marketing, on va parler vente, tunnel, marché français, marché US. Allez, carrément, je suis chaud. Hein. Je suis chaud, je suis chaud. Let's go. Tu peux nous dire rapidement un peu ce que tu fais, toi, qui tu es Ouais, bah écoutez, moi c'est Valentin. À la base, j'avais rien n'était fait pour que j'aille dans le marketing et la vente, mais l'entrepreneuriat qui m'a vraiment attiré fait que je suis tombé là-dedans. Et puis, ouais, j'ai découvert le coaching. J'ai découvert que ma zone de génie, c'était mettre des coups de pied aux fesses aux gens et donner des conseils. J'adore ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenu setter et puis ensuite closer pour le côté challengeant et développement personnel. Et puis vu que les États-Unis m'ont toujours attiré et inspiré, j'ai pris tous mes coachs là-bas. Jamais été coaché par des Français au final, que des Américains et enfin ou des anglophones en tout cas. Et donc j'ai all-in là-bas et ça a évidemment donc changé ma vie. C'est cool. Et maintenant j'ai en effet une école où j'enseigne l'art du closing. Je suis un énorme geek du closing. Vraiment, je vous mets au défi de trouver un plus gros geek que moi du closing, sans déconner. Mais bon, ça on pourra. C'est bon ça, ouais, c'est que tu as la vraie passion de la vente, quoi, la passion du closing. Alors tu sais ce qui me Un passionne le peu plus comme j'ai la passion des tunnels de vente, toi, c'est la passion du et tu closing. sais que c'est même pas la vente vraiment qui me plaît en soi, parce que c'est vrai que j'ai pu coacher des agents IMO, des courtiers, des trucs comme ça. C'est pas vraiment ça qui me plaît, la vente en soi. Ce qui me plaît, c'est le côté développement personnel, tu vois? Le côté si tu veux avoir de nouveaux résultats, tu as besoin de devenir une nouvelle personne. Donc ce côté, mindset que j'aime beaucoup et aussi le côté ce que ça apporte en fait, la vente, le closing. Ça t'apporte beaucoup sur le plan personnel, mais aussi sur le plan, liberté et cetera. Parce que mes valeurs sont beaucoup sur tout ça, sur l'indépendance et tout. Ouais, c'est Donc ouais, c'est clair, surtout ça. C'est pas la vente en soi. Je pense pas que je suis, fait pour vendre, tu vois, par exemple. Par contre, je pense que je suis fait pour mettre des coups de pied aux fesses et motiver les gens, ça oui. Bah, en vrai, je suis assez aligné avec le fait qu'un bon vendeur, c'est aussi un bon coach. Pour être un bon coach, il faut bien se connaître, il faut savoir ses faiblesses, ses forces, en jouer, avoir confiance en soi. Et de toute façon, c'est la base dans tout domaine. Si tu veux être bon dans un domaine, il faut bien se connaître, il faut accepter ses faiblesses, accepter ses forces, travailler sur soi, grandir. Et ouais, donc si tu en es là, c'est que tu as fait un travail. Donc intéressant. Mais du coup, c'est vrai que tu disais, j'aimerais, du coup rebondir là-dessus, tu disais: «Ouais, je me suis beaucoup formé aux US et cetera». Pourquoi? Pourquoi tu es allé directement aux US? Parce que en fait, je suis tombé dans le coaching via un Américain sur, des pubs Instagram en fait, enfin sur des tu sais je sais plus comment on appelle ça, les mecs qui passent sur des pages de motivation Instagram, qui payent pour être sur les pages, tu sais, Mmh. le shout-out, c'est Oui. ça, le shout-out, tu vois? Gros shout-out, dans ma tronche en 2021 et puis au final, je vais chez le client du gars qui avait fait le shoot et c'était un programme à 7 000 € pour devenir coach et donc à partir de là, j'ai eu mes premiers ers 2-3 clients, pour les Ah, aider à pour devenir coach? ouais, ouais, c'était la première formation que j'ai achetée à l'époque en 2021, c'était transforme ta passion en business, tu vois? Et vu que moi à l'époque j'aimais le C'était chez qui? marketing hein? C'était chez qui? Richard You, OK. mais pas grand monde le connaît. C'était un des meilleurs clients de Bastian Slott. OK, OK, En fait, intéressant. j'hésitais entre Bastian et Richard, tu vois? Et en fait, j'ai aimé Ouais. le côté discipline et warrior de Richard, donc c'est pour ça que je suis allé chez lui. Mmh.
et ensuite j'ai rencontré mon premier coach closing chez Richard, c'était son head of sales. Il m'a coaché pendant 2-3 mois et puis il m'a dit: «Écoute, moi, celui qui m'a tout enseigné, c'est Brady McCarthy», donc je suis parti chez Brady McCarthy et puis en fait, de fil en aiguille comme ça, j'ai continué à me former, tu vois? Ouais, intéressant. C'est vrai que de toute façon, l'école de la vie, c'est toujours, en apprendre toujours plus et on est toujours, Mmh. toujours en train de chercher des nouvelles choses à apprendre. Ouais, bah, dis-toi OK. le mentor de Brady, tu sais qui c'était? C'était Chase Hughes. Si vous connaissez pas qui c'est, je vous invite à aller voir. C'est un ancien, conseiller, qu'est-ce qu'il fait? Genre, je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais en gros, c'est, comportement humain, ultra deep, body language et tout. Genre, c'est un psychopathe de la psychologie humaine, tu vois, Chase et c'est un gars qui t'apprend des trucs de fou furieux, tu vois? Il t'apprend la psychologie vraiment profonde des humains. Comment fonctionnent les traumatismes, la deep psychologie et tout, donc vraiment passionnant et donc j'ai commencé le closing par ça, en fait. J'ai fait un peu l'inverse, tu vois? C'est-à-dire, j'ai commencé par un truc que personne n'utilise pour aller vers un truc, qui Ouais, mais c'est bien parce que tu pars des grands principes et c'est souvent une erreur, c'est que les gens veulent copier des trucs qu'ils voient sans comprendre les principes sur lesquels, les principes fondamentaux sur lesquels sont basées les méthodes. Et en fait, quand tu commences avec les principes fondamentaux sur lesquels toi, tu as des convictions, par exemple la psychologie même, tu aimes la vente un peu pushy, tu es le genre de personne comme ça et donc du coup, tu vas baser, ta ton style de vente là-dessus. mmh Bah, après, en fait, tout ce que tu fais est basé sur tes convictions et donc après tu peux remettre en cause tes convictions par rapport, aux résultats que tu as, mais c'est intéressant parce que tu es pas en train de copier, un truc sans comprendre pourquoi ça marche et dans le marketing, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui copient, des stratégies sans comprendre les fondamentaux, sans comprendre les ressources qu'ont les personnes qui mettent en place ces stratégies et au final, ça marche pas. Si tu comprends pas les bases, Ouais, voilà, tu c'est sais comment j'appelle ça? J'appelle ça, moi, la macro. Le macro marketing ou la macro du closing, la macro de la psychologie. 100. Là, d'ailleurs, la 90, je pense, c'est sûr, tu vas me dire, mais dans ta niche, je pense que c'est pareil. J'imagine que 90 des clients que tu accompagnes, en général, ils comprennent peut-être pas la macro du marketing. Mais moi, c'est pareil avec les closers. C'est-à-dire que j'ai des gars, ils viennent me voir, ils ont fait 3 accompagnements. Ils sont là en mode: «Ouais, mon prospect, il veut y réfléchir», tu vois? Je suis en mode: «Ouais, mais tu sais pourquoi est-ce qu'il veut réfléchir, c'est juste qu'il a pas envie d'acheter ou qu'il a peur ou qu'il a ci et qu'il a ça». Tu as besoin de voir la big picture, tu vois? mmh. Parfois, les gens ils arrivent pas à prendre du recul sur ce qu'ils font. Ce qui est intéressant aussi dans ta niche, en fait, c'est que tu es quand même obligé d'apprendre la compétence si tu veux vraiment, performer parce que tu dois l'appliquer. Alors que moi, j'ai des clients qui viennent, mais le marketing, c'est pas leur truc, tu vois? Eux, ils sont experts dans un autre domaine. Par exemple, le mec, il est expert, dans le golf, tu vois? Ou dans entraîner les chiens, tu vois? Et donc c'est difficile pour moi aussi de transmettre la compétence parce qu'ils sont pas intéressés par ça, c'est pas leur truc. Eux, ils veulent dire: «Olivier, dis-moi ce que je dois faire, je le fais». Et c'est un peu frustrant parce que moi, tu sais, je suis passionné, je leur dis: «Mais ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire, qui tu es, où tu veux aller, machin, les ressources que tu as à disposition». Et en fait, c'est vrai qu'il faut simplifier les concepts pour que, ce soit intelligible à n'importe qui et quelqu'un qui démarre aussi, même dans ton cas, il faut faire l'effort de simplifier, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que oui, au final, je me heurte un petit peu au même, type de prospect. C'est juste que ouais, oui, en effet, c'est une question de simplifier du coup, ouais, tu as raison. Puis après, c'est chacun, ses étapes de compréhension, mais d'avancer dans son chemin, tu peux pas pousser les gens à faire des trucs qu'ils veulent pas, quoi. Donc c'est vrai que la vente, c'est très difficile parce que franchement, c'est un des métiers les plus ingrats. Il faut te confronter constamment, sortir de ta zone de confort pour être bon et tous les jours, tu repars à zéro, quoi. Il faut être au taquet tous les jours si tu veux performer. Tu peux Bah, pas vivre la peur que tu as d'ailleurs, la peur intrinsèque qu'a le closer, c'est, est-ce que je vais vendre lors de mon prochain appel ou lors de la prochaine semaine? Il a toujours cette peur-là, tu vois? C'est pas comme quand tu as un business, que tu as une chaîne YouTube avec 10 000 abonnés, tu sais que tu vas faire de l'argent, tu vois? Quand tu es closer, non, tu vois? Si tu es il mauvais, y tu a vas pas juste beaucoup de compound, ouais. Tu pas trop d'effet de levier. mmh Après tu compenses sur ton expérience et la confiance en toi, mais c'est vrai que tu peux vite tomber à zéro, quoi. En fait, c'est ça qui est difficile chez les closers, c'est que tu peux avoir, des closers qui sont super bons un jour, le mois d'après, ils sont au fond du trou parce qu'ils se sentent mal, quoi. Ouais et c'est une énergie très particulière. Un closer qui fait pas que du closing, très compliqué de performer. Moi, je le vois, moi, aujourd'hui, maintenant je suis entrepreneur et tout, c'est pas la même énergie. Quand je suis dans les tranchées
Quand j'ai dû faire le challenge, de Yann Darwin, j'étais comme un dingue, hein. J'étais en mode: «Les gars, il va pas falloir me parler, je suis dans un bunker». Tu vois, j'étais vraiment j'ai tout fait pour me mettre en mode, closer full time. Parce que si tu fais pas ça. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes, par exemple, des coachs, des formateurs qui doivent s'y mettre, tu vois? Parce que moi, je dis toujours, de toute façon, si tu veux déléguer le closing, il faut que tu t'y mettes. Alors, Pas le ouais, choix. oui, peut-être que la conversation qu'on peut avoir avant, il y en a peut-être 2 à avoir. La première, c'est: est-ce qu'on doit faire du closing pour gagner de l'argent? Parce que moi aussi, c'est la question que je me suis posée, c'est encore la question que je me pose actuellement, tu vois? Est-ce qu'on doit absolument prendre nos prospects en appel pour gagner plus d'argent? Ah, c'est une bonne question. Moi, on me la pose tout le temps et en fait, ça dépend de tes compétences, tu vois? Tu veux y répondre d'abord? Vas-y, je te laisse répondre. Non, c'est une question ouverte. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'en pense qu'il faut choisir, en fait, sur quoi tu veux comprendre, sur quoi tu veux te, spécialiser. Si tu veux être un bon en marketing, alors tu fais des tunnels de vente et tu prends pas des gens en appel. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, hein. Pendant 8 ans, j'ai fait des tunnels de vente sans intervention humaine. C'est-à-dire, j'écris une page de vente, le mec, il est inconnu, il lit le truc et à la fin, il achète. Donc ça, c'est, juste, il faut être très bon en marketing, en copywriting. C'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire, est-ce que tu veux passer tes 3 prochaines années à faire ça? Ou 5 années, tu vois? 50 heures par semaine à faire analyser des tunnels de vente, écrire des tunnels de vente et tout. Jusqu'à quel Donc c'est une compétence. Après, tu as la 2e compétence, créer du contenu. Parce que là, on parle en gros business en ligne, quoi. Créer du contenu, c'est une compétence, tu vois? Faire des bonnes vidéos YouTube, faire du bon contenu short et cetera, c'est une compétence et en vrai, si tu es bon en contenu, tu as pas besoin de prendre des appels de vente et après tu as l'expertise métier, donc ça, accompagner, transformer des clients sur une expertise, un besoin spécifique, un problème qu'ils ont. Franchement, tu as besoin quand même d'être bon en vente. Même si tu es average un peu partout, tu as un petit tunnel de vente, marketing qui fonctionne bien, derrière tu es moyen en vente, ça le fait parce que tu es quand même, tu équilibré, tu vois? Après, tu as des closers, eux, ils sont bons en vente, mais ils seraient pas bons à créer du contenu, à faire des tunnels de vente, quoi. Ouais. Non, 100. Bah, moi, en fait, pour répondre à la question, j'ai testé les 2 et tu vois, closer des closers, c'est encore un autre délire. Mais je me souviens d'un truc tout bête, tu vois? En mars, je j'ai un mec qui rejoint ma communauté school d'ailleurs, je sais même pas comment, je sais pas si c'était sur YouTube ou si c'était via le la les publicités. Je fais un appel avec lui et il me dit, «Je suis commercial, je gère des commerciaux et je veux devenir closer», tu vois? Il me dit. Je fais un Mmh. appel de triage où je m'assure qu'il me connaît un peu et je vois qu'il me connaît pas trop et cetera, donc je lui apporte je lui donne du contenu à regarder avant le deuxième appel et lors du deuxième appel, là, je fais un réappel de vente, un appel de closing et le gars à la fin, la trouille, tu vois? Quand je lui annonce, «Let's go, on démarre» et tout, il était en PLS et j'ai dû surmonter ses objections, mais j'ai vraiment dû y aller fort. Vraiment, j'ai dû lui rentrer dedans très, très fortement. D'ailleurs, à un moment dans l'appel, je lui ai dit: «Écoute, si tu es pas capable de prendre la décision là, maintenant avec moi, tu seras jamais bon en closing. Mais même pas je te veux dans l'accompagnement, parce que tu seras pas capable de surmonter les peurs des autres». Et il a fini par craquer et faire un acompte de 400 € et au final, il a payé en 3 fois. Et donc, quand tu vois, tu as ce genre d'appel là, tu te dis: Est-ce que je générerais autant d'argent si j'avais pas d'appel de vente? Et la réponse est non. Non. Parce que le seul moyen de surmonter les peurs intrinsèques de nos prospects, parfois, c'est juste qu'ils aient un putain de leader en face à la fin de la journée, tu vois? Ouais. Un gars qui les attrape par le callback et qui leur dit: «Mec, tu veux que tes standards soient ça, moi je vais t'aider à que les standards de ton quotidien augmentent». C'est-à-dire commencer par te challenger, tu vois? Commencer par sortir de ta zone de confort. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça, en fait, si tu pas à ce point bon en vente, c'est-à-dire, aller chercher les objections et ramener le mec vers ses objectifs pour lui dire: «Hé, hé, il est là ton pourquoi, tu m'as parlé de pourquoi tu voulais faire les choses, maintenant tu y vas». Si t'es pas assez bon pour faire ça, il faut savoir démontrer ton expertise et à quel point est-ce que, créer de la confiance pour lui montrer que tu peux le transformer le mec. Parce que tu as différents types de closing et moi je le vois, tu vois? Moi je suis pas un closer expert en objection et tout, mais je close parce que je fais la démonstration en appel que je sais de quoi je parle. Je fais la démonstration de l'expertise, tu vois? Donc je suis plutôt un closing expert Ouais, dans pour mon être franc avec domaine. toi, je pense pas que ça ait de rapport. Ah ouais? Non, pour moi, ça a pas de rapport parce qu'en fait, ça le gros rapport, il est entre est-ce que tu parles à quelqu'un qui est aware de ce que tu fais et qui tu es ou quelqu'un qui est pas aware de ce que tu fais et qui tu es? Si tu Ah parles à oui. quelqu'un qui est pas aware de ce que tu fais et qui tu es, tu as intérêt d'être très, très bon en closing parce que même si tu fais une démonstration de fou, il va avoir des objections. Il va te dire: «Écoute, voilà, je suis pas encore prêt»
où j'ai pas encore pleinement confiance, où il faut quand même que j'y réfléchisse et cetera, tu vois? Mmh. Alors que Ouais. moi aussi, j'ai des gars, ils viennent en appel de vente, ils me disent: «Val, j'ai la carte, c'est où qu'on paye», tu vois? Ça m'arrive aussi. Mais dans ce cas-là, il y a pas vraiment besoin d'être bon en appel de vente. Donc, est-ce que l'expertise surmonte les objections de nos prospects? Sincèrement, je pense pas du tout. Parce que ça a pas de rapport, intrinsèque. Les peurs de nos prospects et leur envie de faire les choses, elles sont pas c'est pas lié, Mais tu vois? ouais, mais tu vois, dans les data, en fait, tu mets un expert gourou de sa niche qui close son truc, son offre, Mmh. versus un closer qui est très bon en appel, ils vont avoir à peu près les mêmes data. Non, Tu es d'accord avec moi? non. Non? Moi Le closer est meilleur, tu penses? enfin, je te dis non, non, c'est pas en fait, moi, de l'expérience que j'ai, le 1er infopreneur avec qui j'ai fait mes 1ers 10 cas par mois, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an et demi, j'étais meilleur que lui en appel de vente, que lui en appel de vente. Ouais, mais c'est rare, tu vois? C'est rare vraiment d'avoir des top closers qui sont capables d'être meilleurs que le gourou. Il faut être En couché, fait, quoi. ça dépend de la niche. Ça dépend de la Ouais, niche, ça ça dépend de la dépend de niche, du l'awareness. produit, de à quel point il est bon, le gars. Ça dépend de la niche et ça dépend de l'awareness des prospects. Quand tu as des prospects qui viennent des ads, tu as beau être l'infopreneur, je te garantis, ils vont avoir des objections. Ouais, ouais. S'ils viennent comme ça en 24 heures via une ads, tu as beau être l'infopreneur ou quoi, ça va pas être facile. Ouais, mais les objections, enfin, il y a objection et objection, tu vois? C'est-à-dire, un infopreneur qui traite des objections, qui va faire l'effort d'y aller et tout, il va pas le faire aussi bien que si c'était vraiment un closer qui fait que ça, qui Ouais, c'est répond et ça. qui Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait, mmh. plus de mal. Tu as raison. OK, intéressant. Hem, Bah, enfin, Ça marche. la conclusion, je dirais, de tout ça, c'est que si tu veux avoir du contrôle sur tes ventes, mieux vaut que tu aies une sales team et une bonne sales team et qu'elle soit entraînée. That's it. Ouais, mais comment tu fais justement pour avoir ça? Tiens, ça, c'est une bonne question. Comment avoir des top closers dans ton équipe? Bon, alors déjà, il faut sélectionner le profil parce qu'on va pas se mentir, tout le monde n'est pas fait pour devenir un top closer. Mmh. Hem, donc de base, quelqu'un qui OK, si on devrait dire 3 étapes dans l'ordre. mmh 3 étapes, pourquoi? Pour avoir un top closer? 3 étapes pour avoir une entreprise qui arrive à attirer des top closers et qui les garde. Bah, déjà avoir une top offre, la base. La OK. plupart des coachs et infopreneurs veulent avoir des bons closers, mais ils se regardent pas eux-mêmes, tu vois? C'est un peu comme si tu étais, genre, il y a un truc dans la vie qui s'appelle la congruence et c'est d'ailleurs la fondation du closing, c'est que si tu es un infopreneur aujourd'hui, que tu regardes ce podcast et que tu es en mode: «J'aimerais avoir un top closer dans ma team», mais que tu es pas un top infopreneur, tu vas pas avoir des top closers dans ta team. Non pas parce que tu es pas un bon humain, mais parce que tu as pas juste une top offre. Et c'est quoi? Donc la question, c'est qu'est-ce qu'une top offre déjà? La première question. Une top offre, c'est une offre qui permet d'avoir assez de volume à donner à ses closers, un assez bon prix pour qu'ils puissent gagner assez de commissions par vente et d'assez bons résultats clients pour qu'ils soient assez congruents à vendre l'offre. C'est-à-dire qu'ils ont la conviction que ce Mmh. qu'ils vendent, c'est un putain de banger. Mais Si tu aussi mais ça aussi dans la manière de la présenter, qu'elle paraisse irrésistible aux clients qui se disent: oh mais ça c'est «Ah». technique. Ça c'est technique, c'est pas macro. OK, La donc macro, même c'est sans phare, c'est-à-dire le prix, le volume et les résultats clients. C'est la base, quoi. ça c'est la définition que mon mentor, un des meilleurs mentors au monde closing m'a dit: «Si tu veux une unicorn offer, c'est volume, bonne commission à chaque fois que tu closes et les résultats clients sont insane». D'ailleurs, il avait une phrase qui me disait: «Tu peux pas en tant que closer être à 8 ou 9 sur 10 de la conviction, tu dois être à 10 sur 10». D'ailleurs, c'est pour Ouais, ça que ouais, non, mais c'est ça. de Déjà, loin et on pourrait dire comment garder des closers, c'est il faut qu'ils soient convaincus tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu fais pas de la merde dans ton business. Autre chose, c'est donc aussi la qualité du trafic parce que tu peux envoyer du volume, mais si, les appels que ton closer il a, c'est impossible à closer parce que les mecs ils te connaissent pas ou alors c'est des touristes, ça le fait pas non plus. Tu fais alors, pas le volume. bien sûr, bien sûr, Qualité du trafic. bien sûr, donc ça, c'est plutôt marketing. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. S Quand j'étais, closer full time et que j'ai vu qu'il y avait des problèmes, tu vois, nous, le problème qu'on avait quand quelques mois avant que je fasse mon premier er 10 de commission, c'était, j'étais sur une offre où les prospects, ils débarquaient, ils venaient pour de l'immobilier, ils savaient pas ce que c'était une colocation, ils savaient pas comment ça me fonctionnait Airbnb et ils savaient pas, calculer leur capacité d'emprunt. Quand ils étaient comme ça, en fait, j'ai vite remarqué qu'il fallait qu'on fasse 2 appels avec eux. Un appel de 15 minutes pour s'assurer
niveau de conscience et leur épargne et leur capacité. Et un deuxième appel de vente émotionnel où là, on allait rentrer dans leur douleur, on allait les commit à faire les choses et les closer, tu vois? Et dès qu'on a fait ça, on a explosé littéralement. Donc déjà, voir si en mettant un process en two step, est-ce que ça va aider à augmenter le niveau de conscience des prospects? Si maintenant, ce qui reste, leurs finances et qu'ils ont pas les finances, ça malheureusement, c'est juste ton marché et ta niche, ouais. Il va falloir changer de forcément dans l'immobilier, c'est bien parce que si tu investis en immobilier, tu as forcément un minimum d'argent, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est des très bonnes niches. Immobilier, bourse, crypto, B2B un peu évolué, tout ça, c'est des bonnes niches parce qu'ils ont de l'argent, les prospects, quoi. Mmh mh. Ouais. Après, il y a pas de pareil pour un closer, comment intégrer une top équipe? Donc imaginons que bon, attends, parlons d'abord de comment recruter un closer. Est-ce que ce serait pas judicieux de parler de comment recruter un bon closer si tu personne encore, si tu pas une top offre? Ouais. Bah, on a dit les 3 étapes. En gros, là, c'est l'étape, il te faut une bonne offre, un bon pricing, machin, du volume. La Ouais, deuxième étape, ouais, c'est mais quoi? imaginons qu'ils ont pas ça et qu'ils veulent avoir un closer. Ouais, mais ils auront jamais un top closer. Enfin, il faut pas rêver non plus, quoi. Ouais, exact, exact. Mais il y a Tu quand vas même voir, moyen sinon au milieu. tu prends un junior qui a Et la passion, qui a la mission et tu le formes. Mais exact, bon, c'est tu ça. galères un peu plus, quoi. Du coup, c'est ça le sujet, c'est que si jamais tu Mmh. as pas encore une top offre, ce que tu peux faire, ce que je te recommande de faire, c'est recruter quelqu'un qui a les compétences ou du moins le potentiel de devenir un top closer. Il est pas top closer, parce que sinon il rejoindrait pas ton offre, tu vois? Mmh. Mais s'il a les compétences intrinsèques, en compétences sociales pour devenir bon, ça va. Comment est-ce Comment que tu le vois? Mais vas c'est quoi les red flags? comment tu vois ça? Et tu sais comment est-ce que j'ai eu cette première, tu sais comment est-ce que j'ai eu cette espèce d'épiphanie moment? C'est que le jour où je suis devenu, manager, d'ailleurs je suis un très mauvais manager et d'offside, j'aime pas du tout ça. Le jour où j'ai commencé à faire ça, je me suis dit: «Putain, en fait, j'ai des closers, ils font des ventes et moi je gagne de l'argent sur eux». Genre c'est insane, tu vois? Je peux dormir et eux, ils font des ventes. Donc je me suis dit: «Il faut que je capitalise». C'est-à-dire que chaque, closer que je recrute, il faut que ce soit une machine d'office. Mais sans que j'ai vraiment à tout le temps être derrière lui. Donc la première chose que je regardais, c'était ses social skills. Est-ce qu'il paraît bien? Donc est-ce qu'il sait se tenir? Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'il est un minimum beau gosse? On va pas se mentir, être beau les gars, si vous voulez que votre estime elle performe, vous recrutez des meufs maquillées et tout, je vous garantis votre estime elle va exploser. Pourquoi? Parce que c'est très Soyez compliqué beau. pour un Ça, homme c'est un bon conseil, les gars, soyez beaux. bien Non, sûr. mais en vrai, être beau, ça veut dire prendre soin de soi, quoi. C'est tout, hein. Ouais, prends soin de soi, arriver en appel, avec, pas forcément, chemise cravate, mais petite chemise, petit pull et cetera et si vous pouvez recruter des filles closers qui sont charmantes, je vous garantis, vos ventes, vous allez d'office faire plus de ventes. De toute façon, Ça c'est dépend des ouais, niches. Ça dépend des niches. Mais oui, ça peut être un gros atout. Sur les niches, masculines, ouais. ouais. OK. Bref, Donc on a dit, ouais, les social keys. donc social OK. skill, Ouais. oui, compétences sociales et that's it. Déjà, tu regardes ça et puis après, si le gars, il sait parler, Ouais, après tu le fais monter en compétence sur la technique, quoi. Mais est-ce qu'il connaît ta niche? Ça, c'est important quand même, qu'il y ait une attirance, tu vois, pour, l'attrait de la niche, quoi. ouais, oui, oui, non, mais il y a un truc quand même plus important avant, c'est la discipline. Est-ce que cette personne Mmh. est quelqu'un de sérieux, tu vois? Est-ce qu'il sait est-ce que c'est quelqu'un qui a une discipline, de vie, au moins les bases, tu vois? Faire un peu de sport, minimum bien manger. Voilà, ça c'est la base, tu vois? Mmh mh. Donc, Ouais. et Ouais, ensuite, en faut effet, le c'est dernier important. critère, ce serait est-ce qu'il est apte à closer dans ma niche? Après, c'est pas le critère, moi, que je regarde le plus parce que En vrai, ça dépend des niches, tu vois? Mais par exemple, moi, je te donne, un cas spécifique. Nous, on closait des femmes, qui étaient à la ménopause et qui voulaient perdre du poids. Donc c'est pas des niches super sexy pour les closers, tu vois? Donc offre aux alentours des 3 000. On n'est pas sur une offre à 10 000, tu vois? Où tu peux attirer des super closers. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était, on recrutait à la mission, quoi, hein. C'est-à-dire, on avait que des closeuses qui étaient dans la mission. Elles voulaient aider ces femmes, tu vois? On avait un programme super quali, donc elles étaient convaincues par le programme. Du coup, ça nous a sauvés un peu pendant un certain moment, parce qu'on n'avait pas accès à des top closers, mais on formait des personnes qui étaient convaincues par la niche, même des clientes, et on les formait à la technique. Mais au final, heu, c'est il y a que en fait, tu peux faire que ça, quoi.
Parce que tu ne pourras pas aller chercher des top closers dans d'autres équipes, les ramener dans ton équipe parce qu'au final, ton offre, elle est pas assez chère ou Ouais, 100. elle est difficile à closer. C'est vraiment difficile à closer. Les femmes dans la perte de poids, c'est pas facile, quoi. Ouais. Faut être très bon, quoi. Mais du coup, comment recruter? Voilà, quand tu pas tous les, quand tu pas tous les green flags de ton offre, de ton entreprise et tout. Moi, je pense un truc important quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est, d'être passé par les appels, tu vois? D'avoir fait des appels, de savoir de quoi tu parles. Pour pouvoir recruter quelqu'un, il faut pouvoir aussi le manager, il faut pouvoir lui dire: «Tu fait une connerie ici, tu pas bien géré là, il faut que tu t'améliores ici». C'est le management, c'est aussi, connaître la compétence avant de pouvoir la déléguer, quoi. Ouais, 100. 100. Et quelqu'un, par exemple, parce que moi j'ai souvent le cas, un coach qui te dit: Moi j'aimerais bien, voilà, je vais mon offre à étiquette et tout, j'ai closé un petit peu. Maintenant je veux mettre un manager et des closers». Parce que le gars, il a pas envie de manager, il a pas envie de closer. Dans quel cas c'est possible, dans quel cas c'est pas possible? Sincèrement, c'est pas du tout mon point fort. Moi, je suis pas bon dans tout ça. OK. Moi, je Donc vais dire ce que j'en je peux pense. difficilement vous conseiller parce que Bah, j'ai en vrai, c'est quand même difficile de trouver des bons managers sur le marché français. Toi, tu disais et tu as l'humilité de dire: «Je suis pas un bon manager». Parce que le réflexe, en fait, d'un top closer, c'est de dire: «Ah je vais devenir manager comme ça, sans prendre d'appel de vente, je vais gagner autant». Et mmh en fait, les coachs aussi, ils ont aussi ce réflexe-là de se dire: «Je vais faire monter mon top closer en manager», alors que c'est pas du tout le même style de profil, c'est pas les mêmes compétences. Ouais, c'est exact. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un manager, c'est un profil bleu, c'est un profil, structuré, carré. Moi, je suis pas du tout comme ça, c'est pour ça que c'est pas du tout un bon poste et un poste que j'aime. Moi, j'aime me faire le show, tu vois? J'aime les one man show. Donc coaching, se mettre des coups de pied au cul, faire des conférences, faire des webis et tout ça, c'est grosse zone de génie. Tout le reste, bon, à créer des SOP et tout, c'est cauchemar, tu vois? Mais c'est ça, en fait. Quel est le job d'un bon manager? C'est il est la tête dans les tableaux, toute la journée, il doit Il doit faire des meetings avec les closers, il doit Le manager, son rôle, c'est simple, c'est même pas de coacher, c'est créer des process et faire appliquer les process. That's it. Il est même pas censé forcément donner des conseils, de vente parce que, c'est pas forcément le meilleur des closers. Il est censé créer des process qui sont censés fonctionner et faire en sorte qu'ils soient appliqués. That's it. Ça, c'est le rôle du manager. ouais. Donc en Et général, les closers surveiller aussi que tout le monde, respecte le process, quoi. oui, c'est ça, les faire appliquer les process, surveiller qu'ils soient appliqués. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et quand on pense à enfin, quand on pense à ce rôle-là, alors qu'un top closer, c'est un gars qui est dans la compétition, Ouais. qui va au charbon, qui est là dans les appels et tout, c'est quand même pas les mêmes profils, quoi. Après, je vais être franc avec toi, les seules boîtes où tu as besoin de manager, c'est des très grosses boîtes où il y a 5-10 closers. Bah oui, je suis d'accord avec toi. En fait, Et si tu tu as es 2 pas un closers, manager quand tu commences, closers. à recruter des closers, quoi. Tu pas besoin de manager pour 2 ou 3 closers. Enfin, ça a pas de sens, en fait. Parce que d'ailleurs, je me souviens, mes meilleurs coachs aux US, qui étaient des machines de guerre en closing, ils détestaient les managers. Genre, littéralement, ils étaient en mode, c'est le berger pour le troupeau de moutons, le manager, tu vois? Un top closer n'a pas besoin intrinsèquement d'un manager. C'est le but d'être un top closer, c'est que tu pas besoin d'avoir des réunions daily réunions et cetera. D'ailleurs, c'est très énergivore et tu demanderas à n'importe quel closer qui est dans une team où il y a des daily meetings, il pète un plomb. Pourquoi? Parce que ça draine toute son énergie, on lui rabâche les mêmes trucs bullshit de débutants, c'est insupportable, en fait. Après ça dépend la qualité du daily meeting, tu vois? Si c'est vraiment un daily meeting rapide qui est là pour monter en énergie tout le monde. Donc ça, c'est Moi, bullshit. j'ai été aussi, voilà, dans certains masterminds aux US et tout, les mecs, ils ont toujours des daily meetings, hein. Ah non, c'est bullshit. Non, bullshit, bullshit, bullshit. Là, je te Sérieux? parle vraiment des top, 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 top. Josh, il a il a OK. une il a une sales team, ils sont 3 closers, ils font 4 millions d'euros par mois. Il y a zéro daily meetings. Ça, tu sais. Ouais, mais lui, c'est, il est dans le safe, il est dans le safe. C'est les mecs, tout le monde respecte le process, machin, Ouais, OK, bon après ça, là, en vrai, on est ailleurs. Je pense on est dans des sujets, mais moi, j'avais entendu parler vraiment, Hormozy disait, heu, après tu vas me contredire, mais 3 c'était 3 meetings par jour à l'époque de Jim Launch. non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Personne fait ça. C'est impossible. Déjà, un meeting, tu envie de te tirer une balle quand tu es un sales. Moi, je voulais reprendre aussi sur les US parce que Mmh. tu dis que tu t'es formé aux US,
Tu as jamais voulu vraiment te former, sur le marché français. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint le mastermind? Petit instant promo. Bonne question. J'ai fait 3 appels avant de choisir chez qui j'allais aller pour cette fois et j'ai fait 2 gars aux US, un très mainstream donc voilà, je le sentais un moyen. Je me rappelle, tu m'avais dit: «Je viens d'avoir Dan Henry, machin, son équipe et Ouais, tout». ouais. Dan Henry qui m'a unsell, qui m'a dit: «Mec, c'est pas le bon moment pour que tu nous rejoignes». Je pense qu'il avait raison et je me suis dit: «Bon, il y a quand même Olivier que j'ai dans le viseur depuis un moment. Il fait plus d'argent que moi, donc il peut forcément m'aider. Maintenant, c'est ô combien est-ce qu'il va comprendre mon business et ô combien est-ce qu'il voit qu'on peut performer ou pas». Et voilà, on a fait un appel et j'étais bien aimé, je me suis dit: «Let's go», tu vois? Ouais. Ouais, ça a été rapide en plus et du coup, toi, là, tu as double down sur, YouTube, Low Ticket School. Est-ce que tu peux nous dire justement cette stratégie, comment ça fonctionne pour toi et pourquoi tu as décidé de faire ça? Donc ouais, moi, mon plus gros regret, c'est de pas avoir commencé une chaîne YouTube avant. Parce qu'en Mmh. fait, quand tu fais de la vente du closing, tu peux facilement apporter beaucoup de valeur à ton marché et de toute façon, dans la vente, tes prospects ont besoin de s'entraîner. Donc la probabilité qu'ils aient pas besoin de toi et pas besoin de ton accompagnement, elle est très, très faible, parce qu'ils ont tout le temps besoin de s'entraîner. Donc je me suis dit: «OK, on va envoyer full, valeur sur YouTube et puis voilà». Après, je vais pas te mentir, je regarde ce qui se fait aux US et je fais pareil, tu vois? Donc je me suis dit: «YouTube, un de mes concurrents US fait ça et ça marche super bien, il fait des bonnes vidéos, je vais faire pareil». En plus, c'était facile à faire. Donc j'ai juste pris un miniaturiste, moi et ma créativité et mes idées et j'ai envoyé la grosse purée et ça a plus ou moins directement pris, quoi. Ouais, Bon donc et quand tu commences à signer tes premiers clients à 5K qui piffent parce qu'ils t'ont vu sur YouTube alors que tu as 300 abonnés, tu es en mode: «Bon, c'est cool», tu vois? c'est clair. Donc toi, si on reprend ton funnel, on parle au niveau marketing, donc c'est YouTube, tu as focus vraiment sur YouTube. Ouais. Derrière, tu as une possibilité d'aller dans ton school gratuit ou de passer par la formation, low ticket, c'est ça? Alors, ce qui est ouais, on va en parler, mais Tu ce as qui est d'autres? très intéressant, c'est que j'ai aucun prospect qui me dit: «J'ai pas vu ton YouTube». C'est impossible. Genre littéralement, c'est impossible parce que en fait, d'ailleurs et un autre truc, alors ça, c'est une anecdote très, très marrante. En juin, après le challenge de Darwin, j'ai j'ai aidé un pote sur une nouvelle offre qu'il a lancée. Bah, Priyank, tiens. J'ai aidé Priyank et Lorenzo à closer leurs prospects sur leur offre et ils avaient des closers. Sauf que c'est des closers qui étaient copywriters parce que c'était une formation de copywriting. Et ce qui est très marrant, c'est que parmi leurs 3-4 closers qui étaient avec moi je me suis pas vraiment présenté, tu vois? Je suis arrivé, ils m'ont envoyé un appel, j'ai fait ce que je devais faire, je suis reparti, tu vois? Parce que c'était un peu juste pour closer pour voilà, pour être présent. Et il y en a un qui a direct capté la valeur que je partageais. Et les autres, ils ont pas vraiment capté. Et il y en a un aujourd'hui, qui est d'ailleurs celui à la base, selon moi, qui avait le moins capté, il ponce la chaîne YouTube et il est en mode: «Mec, gros, c'est trop une dinguerie ce que tu partages, je vais absolument rejoindre ton mastermind». En fait, le gars a mis vachement de temps à comprendre ce que je partageais, mais maintenant qu'il est hook, c'est fini. Genre, quand tu as un bon YouTube, les gens sont morts, littéralement. C'est-à-dire qu'ils vont poncer ton truc, ils vont regarder matin, midi et soir. Moi, ça m'est arrivé que j'ai des couples qui me disent: «Ouais, là, on est en train de regarder». On est le soir avec mon mec, on est en train de regarder tes vidéos. J'ai même des femmes parfois qui me disent, je parle à mon mari, il me dit: «Arrête de parler comme Valentin». Genre littéralement, j'ai des gens, ils me disent ça, tu vois? Donc vraiment YouTube, ça matrix les gens, un truc de fou. Donc évidemment, ça me motive à double down le truc. Donc YouTube, ouais, gros banger. Donc ensuite, YouTube organique into school, ads, school into school, enfin ads qui envoient dans school. D'ailleurs là, je suis en train j'ai tout envoyé mon budget là-dedans parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, pour moi en tout cas. Et ensuite, dans school, processus d'upselling vers le low ticket et vers des appels, pour les closer. Voilà et vers la VSL maintenant qui vient de sortir. Donc en fait, il y a un gros Lourd. process de nurturing, quoi. OK, nickel. Est-ce que tu peux nous, partager un peu les chiffres sur ce process-là? Peut-être sans donner de détails, mais qu'on voit un peu quel ordre d'idée, qu'est-ce que ça peut donner, cette stratégie YouTube, YouTube School Low Ticket? Franchement, Je les sais je chiffres sais qu'en ce moment ça tourne bien,
sur cette strat et je trouve ça vraiment intéressant de partager aussi, à ce niveau-là. Ouais, franchement, les chiffres sont aberrants, hein. C'est ça, tout à l'heure, c'est marrant parce que juste avant l'appel, le podcast, j'étais avec un pote à moi, on regardait un peu combien j'avais spend depuis le début de mon compte publicitaire. J'ai spend 5 000 € en ads depuis, je pense, l'année dernière ou genre de cette année. Et on a dû faire, je crois que d'ailleurs, on est à 200 et quelques cas collectés cette année. Et les gars, sur les 5 000 € en ads, j'ai genre 2 000 € qui ont été spent, pas dans le vent, mais un peu, quoi. Parce que, C'est du full profit en fait, ouais, littéralement, je suis full profit, littéralement. En mai, voilà. pour vous donner un petit indice, c'est là que j'ai commencé à envoyer un peu d'ads dans School et tout. J'ai spend, je crois, entre 500 et 1 000 € sur le mois. J'ai signé 2 clientes à 5K chacune. J'ai fait 10K j'ai eu un ROAS de 10. Et le pire, c'est qu'on avait tellement de prospects que j'ai dû arrêter les ads, closer en juin, juillet, août, et ensuite j'ai commencé à relancer. Parce qu'en fait, moi, je sais pas, psychologiquement, ça me saoule de spend si derrière j'ai pas l'équipe qui arrive à s'occuper des prospects. Et d'ailleurs, un autre truc, c'est qu'on a on a de meilleurs taux de closing sur les prospects qui sont là depuis longtemps que sur les nouveaux prospects. Tu sais, souvent les Américains, d'ailleurs, Hormozy va te dire, ouais, tu dois appeler tes prospects à l'opt-in, t'augmentes le pourcentage qui répondent et que de booker un appel de 391%, je sais pas quel bullshit de stat qui te sort. Eh ben, dans mon business, pas du tout. Dans mon business, tu demandes à mes setters, d'ailleurs, en ce moment, je suis avec eux dans les tranchées, tu leur dis, les gars, qui vous arrivez le plus à booker? Ils vont te dire, les prospects qui sont là depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu YouTube, ils ont vu le school, ils ont vu la valeur. Tu les appelles, ils sont en mode, ah, je suis trop content que vous m'appeliez. Alors que les nouveaux, ils sont en mode, c'est qui Ouais, ouais. ce Il y a aussi une statistique intéressante, c'est que quand tu es bon dans ce que tu fais, surtout dans les niches ROI, hem, le client en fait, il perd de l'argent à ne pas bosser avec toi donc en fait, toi tu es gagnant en fait sur la longue durée. Tu sais que plus il attend, plus il a de la valeur perdue quoi et donc en fait, plus tu attends, plus le mec il a trop envie de bosser avec toi à la fin parce qu'il se dit: «Putain, j'ai perdu trop d'argent jusqu'à maintenant, il faut que j'aille maintenant» Ouais. et moi je le vois aussi dans mes clients, quoi. Ceux qui attendent le plus, ils se disent: «Putain, mais j'ai trop peur d'avoir perdu de l'argent, il faut que j'aille absolument maintenant, quoi». Exact. Et d'ailleurs, tu sais comment est-ce qu'à la base, j'ai eu mes premiers clients inconnus au bataillon qui m'ont payé, 4-5K. C'était en lançant un groupe Facebook et en apportant full valeur. Et comment est-ce que je faisais pour savoir si j'apportais full valeur ou pas? Je faisais deux choses. Et ça, franchement, je vous incite tous à le faire. C'est très puissant. Ah oui, parce qu'il y a un. Bon, bref. Je faisais deux choses. C'est que premièrement, tous les mercredis à 18h, j'envoyais un gros coaching en live. Qu'il y ait du monde ou pas, j'envoyais un gros coaching en live. Et parfois, il y avait 10-15 personnes, 20 personnes même, je crois qu'on était arrivés en live qui venaient me voir. Et on était 100 en gros. Donc j'avais 20-30% des gens qui venaient nous voir, tu vois. Donc c'est insane. Donc vraiment, apport de valeur massif. Et le deuxième truc que je faisais, c'est que j'interrogeais mon audience sur quels sont les contenus qu'ils voulaient voir et je les créais spécialement pour eux et je créais des lead magnets. Très très puissant. Ça, c'est Clients and Mmh. Community. Je pense que tu dois Ouais. connaître, Olive, qui m'apprenait à faire ça. Trop puissant. Franchement, Mmh. je m'en souviens, j'avais des posts Facebook, on était 200, 300 dans le groupe, j'avais des posts Facebook, ils avaient genre, je sais pas moi, 50 commentaires de CTA, tu vois. Les mecs, je leur disais, ouais, les gars, j'ai sorti un nouveau banger, comment trouver une offre super rentable et tout. Ils me déballaient tous les CTA et je leur envoyais sur ça et ça les nerterait. Et après, ils me disaient, mec, comment je peux travailler Ouais, avec mais la communauté, c'est vrai que c'est sous-pricé, hein. sous-pricé de fou. C'est super important d'avoir une communauté, de nurturer, d'être présent et tout. Ouais, communauté et surtout, créer du contenu où tu sais que ton prospect a cette douleur-là Ouais, et ensuite lui discuter avec lui et qui. En fait, on est dans un monde où tout devient gratuit. Donc, si tu stand out pas from the crowd, bah, t'es mort en fait. Tu vois, si ouais, ton contenu il est pas meilleur que le truc gratuit qu'il y a sur YouTube lambda et que tu crées pas une addiction dans ton contenu, t'es mort. Tu vois. Moi, je réfléchis même pas entre. Moi, dis-toi, j'ai même plus de filtre à valeur, hein, mais depuis longtemps. Jamais je me réfléchis en mode est-ce que ça je le donne payant ou pas? Non. Bon, évidemment, il y a énormément de choses que je garde pour l'accompagnement, le mastermind et tout, mais sur la partie technique, qui je sais va leur prendre du temps à implémenter, je leur donne tout. Je m'en fous, en fait.
Oui, parce que de toute façon, les personnes à la fin, ils payent pour être en proximité avec toi, pour être dans ton énergie, pour être que tu les coaches, que tu leur donnes ton 100. avis. Et Ils veulent d'ailleurs que tu poses ton cerveau sur eux, quoi. exact et d'ailleurs, tu sais, le jour où j'ai remarqué ça, c'est le jour où j'ai lu le livre de Wolf of Wall Street et que dans le livre, il nous révélait tout. J'étais en mode: «Mec, mais c'est un énorme banger ce livre», tu vois? Et j'étais en mode: «Comment est-ce que le mec peut te vendre un truc à 30 000 $ en présentiel? Comment c'est possible?» Et Mmh après, j'étais en mh. mode: «Non, mais en fait, c'est simple, c'est que dans la formation, tu as le livre mais en vidéo. Dans le mastermind ou dans le séminaire, tu as le livre en vrai, en physique», tu vois? Et en fait, quand tu comprends ça, le Ouais. principe de proximité, comme tu dis au livre, beh, c'est plié, en Mmh. fait. Ouais, mais c'est ça, hein, tu regardes Russell Brunson, il expliquait justement, lui, il a son livre où il explique tout, 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 tout. Ensuite, tu vas avoir, bah, le ClickFunnels, en gros, pour appliquer ce qu'il y a dans le livre, l'outil, quoi. Après, tu vas avoir les events, les FHL, où tu viens, tu payes 1000 balles pour, le voir en vrai, plus, tous ses potes. Et puis après, tu as le mastermind à 30 000 balles, où là, tu peux, en gros, avoir accès à son équipe et poser quelques questions. Puis après, tu as le truc à 100 000 où tu as accès à lui, quoi. Et l'échelle de valeur, elle est infinie. Les gens, ils veulent se rapprocher de toi au plus possible et que tu les aides, tu les accompagnes, donc Donc en fait, ça veut dire quoi au final? Qu'il faut devenir une autorité dans son marché et comment tu deviens une autorité dans ton marché? En juste démontrant que tu es le boss du game en fait, that's it. ouais, C'est vous devez juste plus vous exposer, plus créer de contenu, enfin on doit, je dis vous, mais on doit créer plus de contenu dans notre niche pour montrer qu'on est une autorité. ouais. Déjà, tu dois être bon dans ce que tu fais, donc ça, c'est super important. Après, tu dois aussi, trouver ce qui te caractérise, tu vois? Les points de différenciation, que ce soit sur ta personnalité, ton parcours, ton expertise, tes convictions, tes valeurs et les vraiment les mettre en avant, tu vois? Pour, que te différencier, parce qu'il y a pas que l'expertise qui te différencie. Il y a tout ce qui est en autour, quoi et il faut pas hésiter non plus à vendre qui tu es et au-delà de «je suis le meilleur», quoi. 100. Mais ouais, 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 Enfin, tu dis franchement, ouais, on n'était pas censé dire: «Je suis le meilleur», mais ce que tu partages est censé le montrer quoi, oui, surtout. oui, tu dois le démontrer et tu dois de toute façon, tu dois toujours prouver ce que tu mets en avant. Mais c'est intéressant parce qu'on vraiment on vit dans une ère où le contenu est roi. En fait, le média, va prendre de plus en plus de valeur et avoir une personal brand qui accroche avec les gens et savoir parler de soi, ça va devenir, vraiment, de l'or. C'est de l'or, quoi et ça va prendre en valeur de plus en plus. Donc il faut pas hésiter à parler, même si au début tu es nul. Moi, je pense qu'au début, tu devais bégayer, hein, en face caméra, c'est pas évident non plus ou alors c'était vraiment inné chez toi? Ah ouais, non, ça pour ça, pour le coup, ça, j'ai toujours aimé faire le con, ça c'est à Voilà, l'école. les premiers contenus que j'ai fait, c'était de la merde, Ça hein. a commencé très tôt ça. Ça déjà l'école primaire, non, 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 ça encore ça va, mais par contre oui, évidemment, on a tous des défauts et Mmh. en fait, ça d'ailleurs ça c'est Andrew Tate qui le dit, très important et ça je l'apprends à mes clients. En fait, en développement personnel, il faut toujours regarder le upside et le downside. C'est-à-dire, est-ce que tu as plus de raisons de le faire ou de pas le faire? Et il dit un truc très important, il dit: «Avoir confiance en soi et penser que tu es the man, ça a beaucoup plus d'upside que de downside». L'upside de savoir que tu as confiance en toi, d'être une machine de guerre et de penser que tu peux réussir à tout dans la vie, ça a énormément d'avantages, tu vois? Tu vas être une machine, les gens ils vont te voir comme un leader, blablabla. Le seul downside que ça a, c'est que tes potes broquis vont se dire: «Putain, il est arrogant», mais on s'en branle, tu vois? Parce que c'est pas eux qui vont t'inspirer, tu vois? Et donc ouais, il faut juste Quand que tu ce crées du contenu, de toute façon, il faut accepter qu'il y a plein de gens qui vont pas t'aimer et c'est souvent le truc qui retient les gens ou alors c'est le fait d'être catalogué comme, le mec qui fait que ça, tu vois? on est tous catalogués. Bah, oui, toi-même, tu te mets en avant comme expert du closing, mais dans ta vie, enfin, tu masterises plein d'autres compétences, il y a pas que ça. Mmh. Mais tu as accepté d'être vu comme le mec qui fait du closing et c'est OK, en fait. Ça te permet d'ouvrir un truc, quoi. Ouais et puis on a tous des trucs intrinsèques à nous. Moi, tu vois, depuis que je suis petit, moi je faisais beaucoup de handball et je t'entourais de beaucoup de filles. Je me souviens, elles me disaient tout le temps, on me disait: «Tu prétentieux, t'es arrogant». On m'a toujours dit ça et encore aujourd'hui, on me dit: «Tu prétentieux». Genre ça m'arrive souvent, je parle à quelqu'un, que je connais pas, qui me rencontre pour le boulot ou quoi et quand on parle de moi, c'est en mode: «Ouais, il est un peu, je sais pas, il est un peu prétentieux». Mais j'y peux rien, tu vois? En fait, j'arrive pas à être comme ça, en fait, tu vois? Je sais pas, c'est peut-être en moi.
Alors c'est peut-être pas forcément de la prétention ou de l'arrogance, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'image que je montre. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à contrer le truc, tu vois? Mais après, de toute façon, il y a pas un modèle pour réussir sa personal brand, hein. Toi, tu attires des prospects qui s'identifient à qui tu es Mmh. et ce qu'il y a de bien, c'est que dans le monde du closing, tu vas attirer des personnes qui sont plutôt ambitieuses et tout, donc ça, c'est top. Après, tu peux avoir une personnalité, très, très différente dans le sens où tu vas plutôt être dans l'empathie, dans le, doux Ouais. et cetera, ça va attirer des personnes qui sont comme toi, donc tu as pas forcément besoin de crier plus fort que les autres et Il faut être soi-même. Il voilà, faut il être faut vraiment être soi-même authentique, et accepter qui on est, ne pas jouer de rôle et voilà. Parler de qui on est sans restriction. mmh, Ça marche dans tous les cas, mais il faut accepter aussi d'être critiqué, quoi. Ça, c'est la base. ouais et puis, de toute façon, comme dirait l'autre, si à midi, tu t'es pas fait insulter sous une de tes pubs, c'est que tu fais pas assez de bonnes pubs et C'est clair. c'est que tes pubs sont pas assez bonnes, tu vois? Donc ça, après, au bout d'un moment, ça te passe au-dessus, tu vois? Les critiques, de toute façon, qui va te critiquer? Ouais. Ceux qui font mieux que toi? Non, jamais. Non, ouais, souvent, celui qui critique, il est en train de parler de lui, il parle pas de toi. Donc ouais. N'oubliez pas ça. OK, super intéressant. Est-ce que tu voulais, dire un mot de la fin, que ce soit pour les closers, les coachs, Bah, le mot de la fin, c'est il va falloir faire beaucoup d'épisodes parce que là, on a parlé 5 du truc. Non, le mot de la fin, non, ça dépend. Pour quelle audience tu veux un mot de la fin? Pour les Bah, coachs? là, on est plutôt sur des coachs qui veulent recruter des closers, tu vois? Qui veulent scaler leur business, quoi. Ah ben d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je veux pas glisser ça là, mais j'ai une de mes dernières vidéos qui s'appelle «Recruteur». C'est pour les coachs, pour justement vous aider à recruter. Et d'ailleurs, je vous donne comment, sur quel KPI prendre vos décisions et tout. Mais non, non, si vous voulez recruter des closers, faites-le au feeling et le feeling, ça doit être, cette personne est déterminée, cette personne a envie de s'en sortir, cette personne a la niaque. Le peu d'argent qui lui reste, elle est prête à l'investir en soi pour devenir une meilleure closeuse et vendeuse ou vendeur Ouais, et à après partir de ça, là, c'est super important aussi. Moi, je pose souvent cette question: «Quand est-ce la dernière fois tu as investi sur toi?» Tu vois? mmh, Qu'est-ce que tu as lu comme livre ou alors, quelle formation tu as acheté? Si le mec, il investit pas sur soi, comment est-ce que tu veux qu'il convainque quelqu'un d'investir, ses derniers euros dans une formation? C'est trop important. compliqué, ouais. Donc formez-vous, de toute façon, que vous soyez coach, parce que quand tu es coach, que tu veux convaincre des gens d'investir sur toi et que toi tu investis pas aussi sur toi, la congruence les gars, c'est la vie, c'est une question de congruence donc je suis d'accord avec toi. Formez-vous, que ce soyez closer ou coach, formez-vous, que ce soit en formation, en livre, en coaching, en mastermind, en rencontre physique. Mais ouais, ne restez pas seul. Ouais, faites en sorte de devenir une top offre, attirer des bons humains à vous, parce qu'on est dans un game de l'humain. Si vous voulez pas d'humain, Mmh. faites autre chose. Tu moi, à l'époque, je faisais du trading parce que je trouvais ça passionnant de gagner de l'argent grâce au trading. Puis au final, je me suis rendu compte qu'il me fallait un truc plus humain et c'est comme ça que je suis tombé dans le coaching. Donc, on est dans un monde de l'humain. Si vous voulez pas avoir d'humain, malheureusement, il va pas falloir faire du coaching, il va falloir faire autre chose. Donc, à la fin de la journée, c'est une question de relationnel et d'ailleurs, mon infopreneur de l'époque, pour la petite histoire, c'est aujourd'hui mon associé. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? J'avais zéro expérience. Il était en mode: «OK, ce gars a l'air d'être passionné de closing, je vais discuter avec lui» et puis de fil en aiguille, je suis devenu son closer et puis alors que j'avais pas d'expérience à la base et puis on a enchaîné puis aujourd'hui on est associés, tu vois? Quasiment meilleurs potes, en fait. Donc c'est on est dans un game de l'humain et vous devez écouter votre intuition sur: «Est-ce que cet humain, je le sens ou je le sens pas?» Si tu le sens pas, bah, je n'y va pas. Si tu le sens, let's go. Ouais, ouais, c'est super important. OK, merci, merci Valentin. Du coup, est-ce qu'on peut te retrouver? YouTube, Insta, c'est quoi? YouTube, Valentin Nourri, Instagram, Valentin Nourri. J'ai tout mis au nom de Valentin Nourri, comme ça, c'est simple. C'est bien. Parfait. Bah, écoute, merci de ta venue sur la chaîne et puis, à bientôt tout le monde. À Ciao. plus.